C'est frappant de voir que selon les endroits, ici, je en discuterai un peu plus tard, pourquoi parle-t-on de haut potentiel, il y a d'autres termes, on a dans de doué, de surdoué, on parle aussi d'enfants précoces, hein, par exemple, je vais ici inviter là dans une table ronde du ministère de l'Éducation en France, et la terminologie qu'il utilise, c'est enfants précoces, donc la précocité intellectuelle. Mais si on prend ce critère de la précocité, mais qui a des limites, hein, on va voir tout de suite, on va voir qu'effectivement, si vous prenez 130, alors c'est relatif évidemment à votre âge, la précocité, puisque ça représente à 4 ans, 1 an et 2 mois d'avance, à 6 ans c'est 1 an et 8 mois, et à 8 ans c'est 2 ans et 4 mois d'avance. J'utilise pas beaucoup ce terme de précocité parce que de plus en plus, on est confronté aussi à des adultes. Enfin, on est confronté pas, mais enfin, on rencontre en tout cas des demandes venant d'adultes à haut potentiel. Alors, parler de précocité quand vous avez 35, 45 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, je suis précoce par rapport aux 50 ans, ça un peu donc voilà. Donc c'est pour ça que le terme peut très bien convenir, et je comprends qu'il l'utilise dans l'éducation nationale française, mais voilà, le terme haut potentiel a l'avantage d'être plus large. Donc on voit bien un critère qui est relatif, qui a abouti à des différences, je l'ai dit, qui dichotomise une réalité continue, donc il faut avoir conscience que qu'est-ce qu'on doit faire avec une personne qui a 127, parce que vous n'êtes pas au potentiel, donc je ne peux rien faire pour vous. Non, ce n'est pas du tout le point de vue que j'ai fait. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que, comme toutes les mesures en psychologie, elles sont entachées d'erreurs. On peut faire le mieux qu'on peut, et en l'occurrence, la dernière échelle de Wechsler, qui est quand même un des standards pour la mesure d'intelligence, c'est un des tests qui est le plus précis au niveau de la mesure d'intelligence. Et pourtant, si je prends ceci, ce qu'on appelle l'erreur type de mesure, elle est de 3,29 points. Si je veux construire un intervalle dans lequel il y a 90%, hein, donc lors d'une passation quelconque, imaginons que vous avez 130, ça c'est votre vraie compétence, et puis du fait des erreurs de mesure, vous passez une fois, voilà, aléatoirement une passation. Si vous passez le test comme ça aléatoirement, il y a 90% de chances que le score que je vais observer ne va pas être 130. Il va être sans doute un peu en dessous, un peu au-dessus, et dans 90% des cas, évidemment, vous allez avoir un intervalle ici qui va être de moins 5 points, plus 5 points. Donc vous allez vous situer dans une zone de 10 points. Donc, alors peut-être que le jour où vous allez passer, vous allez avoir 133, et puis si vous étiez passé un autre jour, vous allez peut-être avoir 128. Alors d'où viennent ces erreurs de mesure? Elles viennent, et j'insiste, ce sont des erreurs aléatoires. Donc elles viennent du sujet lui-même. N'importe qui était à l'université sait très bien qu'il y a des jours avec et des jours sans. Hein, les étudiants n'arrêtent pas de se plaindre, pas bien évalué, qui connaissaient mieux la matière que les points qu'ils ont reçus. Ceci dit, ils voient toujours les erreurs de mesure dans le sens négatif. Là, je dois dire que mes étudiants, ceux qui viennent, ils me disent « mais j'ai pas eu assez de points par rapport à ce que je connais ». Et j'ai jamais eu d'étudiants qui me disent « j'ai trop de points par rapport à ce que je connais ». Quand on a trop de points, on se dit « oh là, j'ai eu la chance », mais on ne vient surtout pas trouver le point. Mais ça veut dire que les erreurs peuvent être positives ou négatives. Voilà, il y a toujours le hasard simplement. Vous avez les tests des Q, l'épreuve des Q. Il se fait que par hasard, vous avez déplacé le Q, boum, ça tombe juste. Ah oui, c'est bien, apparemment j'ai trouvé. Là, vous avez eu la chance positive. Et ça, vous avez quelques points. Donc, cette idée de fluctuation de zone nous amène à nous dire, alors, le 130 dont vous avez parlé il y a quelques instants, il faut le prendre peut-être avec prudence. Est-ce qu'il faut nécessairement dire à quelqu'un qui a 128, ah non, pas de chance, mon vieux, tu n'es pas au potentiel. Alors que, on sait très bien qu'il y a dans une zone d'erreur. Donc, je crois qu'il faut donc toujours, et comme disait un de mes collègues, si vous voulez éviter l'erreur, il faut prendre en compte l'erreur. Et se dire, voilà, le travail que l'on fait, c'est un travail un peu d'approche, qui est approximatif. On essaie de le faire avec le plus de précision possible, mais l'absence d'erreur, ça, c'est une vue de l'esprit. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Alors, troisième point que je voulais évoquer ici, c'est l'hétérogénéité du fonctionnement intellectuel. Alors, il faut se rendre compte que, initialement, à l'époque de Binet, le fondateur des tests d'intelligence, et puis de Terman, qui a adapté le test de Binet aux États-Unis, les tout premiers tests d'intelligence, ils ne fournissaient qu'une seule mesure.
un quotient intellectuel total. Et donc, tant qu'on en était là, voilà, on avait cette mesure-là, on ne se posait pas plus de questions. Mais petit à petit, au cours du temps, ça a d'abord été, bon, dès les années 20, il commence à avoir des approches un petit peu plus diversifiées de la mesure, et c'est surtout avec Wechsler qui introduit 2 sous-échelles, et puis qui vont petit à petit, on va avoir ce qu'on appelle des indices qui vont être plus importants. Et aujourd'hui, avec le WISC 5, on a 5 indices, c'est-à-dire on a 5 facettes de l'activité intellectuelle qui sont mesurées. Alors on s'est rendu compte de quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant. C'est-à-dire que énormément de sujets ont des performances qui sont hétérogènes, ils ne sont pas équivalents dans leur performance dans tous les domaines. Alors ça, c'est embêtant, parce que qui alors, du coup, est haut potentiel? Parce que le haut potentiel, c'est les gens qui ont un fonctionnement homogène ou pas. Par exemple, vous allez avoir des profils dans certains domaines de sujets bien au-dessus de 130, et dans d'autres domaines, il est en dessous de 130. Ah, et quand je calcule le QI, eh bien, il atteint pas 130. Je pense par exemple à un garçon qui avait des troubles praxiques importants et qui, dans le domaine visuospatial, avait des résultats extrêmement médiocres, mais qui était brillantissime au niveau verbal. Et ce que je lui ai dit, écoute, quand je calcule la moyenne, ben, tu n'es pas au potentiel, alors que je voyais bien. Et ce garçon d'ailleurs a suivi un itinéraire qui lui convenait bien, c'est-à-dire qu'il a fait, bon, évidemment il était très mauvais en géométrie, très mauvais en géographie, donc tout ce qui était les aspects grégolaires, on n'en parle pas, mais bon voilà, il a fait des humanités grégolatives, et puis il a fait le droit, alors heureusement, donc le droit, les juristes jusque maintenant, je crois, n'ont pas besoin beaucoup d'aptitude visuospatiale, je crois pas en tout cas. Mais donc voilà, il a pu trouver son épanouissement de potentialité et donc, ça c'est vraiment quand même une question importante. Alors ce que je vous montre ici, sur le schéma, c'est le modèle de la structure de l'intelligence qui est aujourd'hui la référence dans la construction des thèses intelligentes. Ce modèle qu'on appelle CHC, c'est l'acronyme ici de Catel, Horn, Carroll. Donc ce sont les auteurs qui ont, en fait c'est 2 auteurs, les 2 premiers ont travaillé de leur côté et le 3e également de son côté, et qui ont montré qu'effectivement on pouvait identifier dans un modèle hiérarchique de l'intelligence différentes facettes, qui sont les facettes que vous voyez ici, les principales facettes. Ce n'est pas un modèle définitif, mais c'est un modèle quand même qui nous donne une vision de quels sont les grands constituants de l'intelligence humaine. Donc vous voyez indiqué ici en bleu, ce sont celles qui sont reprises dans le WISC 5. Toutes les facettes ne sont pas mesurées dans le WISC 5, il y a un choix qui a été fait. C'est peut-être un peu la limite d'ailleurs du modèle, parce que le modèle, si vous voulez, il met tous ces grands, ce qu'on appelle des facteurs de groupe, ces grands composants de l'intelligence sur le même pied. Sans doute certaines, je suis de ceux qui considèrent que certaines de ces composantes du niveau 2 sont plus importantes que d'autres, en particulier les 2 premières. Mais voilà, il y a un choix qui a été fait, et il faut se rendre compte aussi quand on construit un test. Bon, j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai adapté la plupart des échelles de WISC. Ça remonte à 91, c'était le nom de WISC 3. Donc, toutes les autres échelles, donc j'ai eu la responsabilité scientifique d'adaptation et j'ai travaillé aux États-Unis sur le développement du WISC 5. Mais dans ces développements, on est toujours coincé entre la volonté de mesurer le plus de choses possible et en même temps une certaine réalité du terrain. Les gens qui viennent pour un testing, qui sont dans le cadre d'un examen, ils n'ont pas uniquement à être testés, ils vont faire des tas d'autres choses. Donc vous devez à un moment donné trouver l'équilibre entre la quantité d'informations et le temps que vous passez, pour ne pas tomber dans des écueils comme celui que j'ai connu quand moi je suis arrivé. J'étais jeune chercheur, mon prédécesseur à l'université avait développé un test d'intelligence basé sur ici un modèle qui est le modèle de Guilford, je vais montrer ici dans le détail, mais dans lequel il mesurait plus de 80 composantes de l'intelligence. La passation du test, ça demandait 6 heures. La passation, alors je ne dis pas l'interprétation, donc ça veut dire qu'une fois qu'il a eu terminé ses études avec ce test-là, c'est resté dans une armoire, plus personne ne l'a utilisé. Donc à un moment donné, vous devez toujours faire ce choix entre le degré de précision et tous les gens qui ici ont l'expérience du terrain
savent qu'évidemment, alors on voudrait toujours en savoir un peu plus, mais en même temps, bah, il faut aussi savoir s'arrêter. Donc on voit ici, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le disque 5, vous avez en fait en bleu les 5 indices qui sont calculés, et je vais rentrer ici dans le détail de toutes les épreuves, mais à chaque fois, elles sont mesurées par chaque facette est mesurée par deux souplesses, deux tâches que vous voyez ici, et certaines sont indiquées en gras, il y en a 7 qui sont indiquées en gras de cette épreuve, et c'est cette-là qui sert à calculer le quotient intellectuel total. Voilà. Je ne vais pas ici discuter longuement, on pourra en parler si vous voulez, pourquoi on n'a pas on a dit 7 ou pas 10, mais je serai là de vous aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez toutes ces épreuves, je reviens 2 secondes en marche arrière, donc je prends toutes les épreuves, et vous calculez leur corrélation avec le QI total, mais ces corrélations entre les épreuves et le QI total, elles sont imparfaites. Alors il y en a qui sont très bien corrélés avec le QI total. Par exemple, vous allez avoir vocabulaire ou matrice, par exemple, sont 2 épreuves très bien corrélées avec le QI total. Il y en a d'autres qui sont moins bien corrélées, comme le code, par exemple, est moins bien corrélé avec le QI total que les autres épreuves. Alors le fait qu'il y ait des liaisons, bien sûr, moins étroites, mais qui ne sont pas parfaites entre les épreuves, font que, pour une part, elles peuvent vivre aussi en partie leur propre vie, ces épreuves, et elles peuvent aboutir à des résultats plus ou moins hétérogènes. Je vous montre ici un exemple. J'ai pris les 5 indices. Ça, c'est une analyse que j'ai faite sur la base de l'échantillon d'étalonnage français, donc plus d'1 millier de sujets, entre 6 et 16 ans. Et donc, la méthode très, très simple, je vous l'explique, qui a été utilisée pour évaluer cette dispersion des résultats, c'est calculer la moyenne des 5 indices, et puis la différence des indices par rapport à cette ligne de base que vous voyez ici. Et, or, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes nos mesures sont des mesures imprécises. Donc ça veut dire que quand un score s'écarte un peu de la moyenne, bah, il est souvent probable que ce soit dû aussi à des erreurs de mesure. On sait tous très bien que quand on était en secondaire, par exemple, même si on avait aussi bien travaillé dans 2 matières, on n'avait pas nécessairement les mêmes points, tout simplement, parce que justement, il y avait, on avait eu un examen en début de matinée, on était en forme, et puis on avait un autre en fin de matinée, on était fatigué, etc. Tout ça va jouer. Donc, il s'agit donc de dire à partir de quelle limite une différence devient statistiquement significative. C'est-à-dire que la probabilité qu'elle soit due à des erreurs de mesure devient très petite. Et donc on peut considérer que c'est une différence qui a du sens, qui vraisemblablement a du sens. Alors je vous montre ici ce que ça donne, si on prend ce critère-là. Eh bien, ça c'est donc, c'est pas pour rien que j'ai pris l'échantillon d'étalonnage, parce que ce sont des sujets tout venants. C'est des sujets qu'on a tirés aléatoirement dans la population française, donc ce sont des sujets qui n'ont pas sont pas suspects de pathologie particulière. Et si vous regardez les venants, vous en avez seulement un peu moins de 35% qui ont 0 indice qui s'écarte de la moyenne. Donc ça veut dire que tous les autres, ils ont au moins un indice qui s'écarte de la moyenne de manière significative. Vous voyez que, même, regardez ici, vous avez 29, enfin, je n'ai pas mes lunettes, donc pour moi c'est petit, donc je regarde ici, c'est écrit. 29,6% des sujets qui ont 2 indices qui s'écartent de leur moyenne. Et ça, c'est banal. Donc, dire que parce que vous avez une certaine hétérogénéité, vous auriez des problèmes, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas considérer ici que 65% de la population française a des problèmes parce qu'elle a un indice ou plus qui s'écarte de sa moyenne. C'est juste comme si vous disiez qu'un élève qui n'a pas les mêmes résultats à son bulletin en secondaire, dans toutes les matières, qu'il a des problèmes. Alors là, les consultations, elles seraient vraiment prises d'assaut. Donc, on sait tous très bien qu'on a, pour différentes raisons, hein, parce qu'on a investi plus certains domaines, que parfois on a aussi un enseignant qui est de meilleure qualité, enfin il y a 36 raisons qui font qu'on va développer plus certaines facettes que d'autres. En soi, c'est pas anormal, c'est pas un trouble. Donc c'est quelque chose de relativement banal. Et vous voyez ici, alors il faut être prudent, hein, parce que l'échantillon, ce que j'ai utilisé, c'est un tout petit échantillon qui faisait partie de l'échantillon d'étalonnage. Il y avait 17 sujets HP dans l'échantillon d'étalonnage.
mais vous voyez que là où eux aussi ont un profil dispersé. Quand on analyse, j'ai fait une étude avec une collègue ici. Alors je vous montre d'abord ceci. Voilà, ça c'est dans notre base de données de consultation. Voilà ce qu'on observe. J'ai pris sans filtrer, simplement les premiers qui me tombaient sous la main. Donc voilà les sujets de A jusqu'à J. Et vous voyez leur QI, ils ont tous un QI, ceux que j'ai pris, ils ont tous un QI égal ou supérieur à 130. Mais vous allez voir que selon les facettes, il y en a certains qui ont des résultats qui sont beaucoup plus faibles, nettement en dessous de 130. Hein, vous voyez par exemple, il y en a un là, le sujet D, en vitesse de traitement, il y a 80. 80, c'est 0,6 écart type en dessous de la moyenne. Donc il est vraiment... mais par contre, regardez, en raisonnement fluide, il fait 144, et en compréhension verbale, il fait 150. Donc ça, c'est des profils que vous allez régulièrement voir. Alors, là, j'ai pris le cas où le total fait un QI égal ou supérieur à 130. Mais on en a toute une série, je suis sûr que toute une série d'entre vous le voit aussi. Le QI total ne fait pas 130, mais vous regardez, et ils ont un 140, ou parfois, voilà, et puis, quelque part, alors vous dites quoi, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je lui dis qu'il est ou il n'est pas au potentiel? C'est pour ça que j'ai d'emblée, je vous ai dit, regardez aussi cette évaluation, non pas comme une décision dichotomique, oui ou non, mais plus se dire, est-ce que ces personnes ont au minimum certains domaines suffisamment importants, bien sûr, on va en parler dans un instant, suffisamment importants de potentialité qui font qu'ils ont des besoins plus spécifiques en vue de l'épanouissement de ces différentes facettes. Donc là, je pense que j'ai une approche qui est quand même un peu plus large, mais vous voyez ici, ça c'est quelque chose de relativement banal, ce que je vous montre là. Toute personne qui a l'occasion de tester le potentiel va voir des profils comme ça. Donc on voit que, passant du simple QI isolé à cette approche ici multifacette de l'intelligence, ben, on se rend compte que la réalité cognitive des sujets au potentiel est nettement plus compliquée qu'on avait imaginé au départ. Donc, et alors on peut constater que la dispersion des hauts potentiels, là j'ai fait toute une étude ici basée sur les corrélations et sur enfin je pense ici dans les techniques, mais vous voyez ici c'est un article qui est paru dans un avis que j'ai fait avec une jeune chercheuse, mais on va voir que sur d'autres échantillons, on se rend compte que le degré de dispersion des hauts potentiels n'est pas plus important ni moins important que les sujets vraiment. D'une manière générale, on n'est pas... Alors maintenant, il faut se rendre compte, nous on a travaillé sur des groupes, disons ici 130, faisant un seul groupe. Peut-être qu'on verrait quelque chose si on prenait des sujets qui ont au-delà de 145 par exemple. Mais là, vous avez tellement peu de sujets que des analyses sont très très difficiles à réaliser. Il faut vraiment gratter pour pouvoir constituer un échantillon qui soit... Ici, on avait travaillé sur un échantillon plus important de consultation, et là, on ne voyait pas de différence majeure. Donc on va voir également, ça aussi c'est une question, est-ce qu'il y a en dehors de ce développement hors norme, si on peut dire, qui va bien au-delà de la moyenne, de plusieurs facettes de l'intelligence de ces sujets, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui seraient systématiquement associées avec le haut potentiel, qui seraient, pour reprendre un terme médical ici, à des signes pathognomoniques, c'est-à-dire qui, quand ce serait présent, vous pouvez dire ça, s'il présente ça, il est nécessairement à haut potentiel. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Alors, je ne vais pas dire par là qu'il n'y a pas de signes intéressants au niveau de la compréhension de ces personnes-là, mais qu'il y a énormément de diversité. Donc, beaucoup de signes qui ont été avancés peuvent être présents chez certains hauts potentiels et absents chez d'autres. Et on va avoir aussi des signes qui parfois ont été identifiés comme associés au potentiel, que vous observez aussi chez des sujets qui ne sont pas au potentiel. Je prends par exemple, si vous prenez l'humour ou la créativité, certains vont dire ah, les hauts potentiels ont tous beaucoup d'humour. Vous trouvez dans notre échantillon, il y en a qui n'ont vraiment pas d'humour. Et je peux vous trouver des gens qui ne sont pas au potentiel, qui ont vraiment beaucoup d'humour.
Et la même chose pour la créativité. Donc, c'est ça la difficulté, parce que alors le risque, si vous voulez, c'est qu'alors, si on prend ces signes qui ne sont pas pathognomoniques, on risque alors à ce moment-là, parce que parfois on a des parents qui disent oui, mais j'ai lu quelque part que les hauts potentiels avaient ça comme caractéristique, et mon fils ou ma fille présente ça, donc il est haut potentiel. Ça, on ne peut pas le faire. Par contre, j'insiste, ça ne veut pas dire que ce sont des informations sans intérêt, puisque l'objectif c'est de comprendre le mode de fonctionnement du sujet, et si vous voulez avoir une approche globale du sujet, il faut évidemment prendre ces informations-là en compte dans la vue globale de la personne. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va... Alors, là aussi, une des questions qui est souvent revenue, c'est la question de la santé mentale des hauts potentiels. Alors on pourra en discuter longuement, mais bon, quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de tort de mon point de vue aux personnes à haut potentiel, c'est les travaux de Lombroso, qui est un psychiatre italien de la fin du XIXe siècle, et qui à l'époque avait écrit un ouvrage qui s'appelle Génie et folie. Et il avait fait un travail qui a priori semble intéressant, mais qui je trouve fort dangereux, c'est de faire des analyses rétrospectives, en prenant toute une série de grandes personnalités, et sur la base de la biographie de ces personnes, se dit, mais regardez, ces personnes c'était des malades mentaux, voilà. Et donc en tirant comme conclusion, vous voyez, j'ai bien des preuves que si vous êtes un génie, vous êtes toujours un peu fou. Et il faut se rendre compte que c'est quand même une représentation qui a largement percolé dans la population. L'image du savant fou, ça fait partie du roman, du film, le docteur Folamour, vous avez... Bon, alors ça c'est, parfois c'est de l'ordre du terrible, vous avez toujours le savant fou qui veut détruire le monde, ou bien alors, quand c'est gentil, alors s'ils sont du côté gentil, c'est Tournesol, qui au fond il ne sait pas trop bien où il est, il se trompe tout le temps. Donc ça c'est l'image qui a été véhiculée dans le grand public, et on a alors tendance à associer le fait d'être au potentiel à être un petit peu à côté de ses pompes, semble-t-il, à des degrés divers. Et on va voir effectivement que cette association peut être extrêmement dangereuse. Parce que on a parfois des parents qui sont inquiets, parce qu'ils ont l'impression que leur enfant étant précoce, ayant une intelligence hors norme, ils ont le sentiment qu'il n'est pas normal, dans le sens, et on confond à ce moment-là le fait d'être hors des normes et le fait d'avoir une pathologie. C'est pas du tout la même chose. Ce sont deux concepts bien différents. Alors, ce qui pose aussi le diagnostic différentiel entre le haut potentiel et l'autisme. Alors, à nouveau, on peut avoir des personnalités, on en parlait un peu tout à l'heure, dans le cas de la forme Asperger du spectre de l'autisme. Vous pouvez avoir des personnes à haut potentiel, mais toutes les personnes qui sont autistes ne sont pas au potentiel, et toutes les personnes à haut potentiel ne sont pas autistes. Parce que là aussi, c'est aussi un stéréotype qu'on a, oui, mais enfin bon, il y a de l'autisme, c'est aussi l'image du savant qui est dans sa bulle comme ça, et qui est complètement à côté de ses pompes. C'est aussi des stéréotypes, il faut passer un peu au-delà de cela. Et voir quand même la diversité je peux vous dire qu'on a vu des sujets, je peux vous donner plein d'exemples de sujets qu'on a suivis sur des longues périodes et qui se sont relativement bien adaptés. Alors regardons juste un petit peu, je ne vais pas faire ici tout un cours sur la pathologie, je voulais juste parler ici des troubles du spectre de l'autisme. Alors on va voir que dans les cas graves d'autisme, on va avoir souvent la présence aussi de handicap mental, mais on peut aussi, je dis dans des formes Asperger, avoir ce qu'on va appeler un autisme de haut niveau, alors là aussi c'est ça qui complique, vous allez avoir souvent un profil plus hétérogène. Parce qu'une des caractéristiques souvent des Asperger, c'est d'avoir des problèmes aussi de compréhension sociale, des codes sociaux, d'avoir des problèmes également de compréhension du second degré par exemple, des problèmes de motricité fine, qui vont faire que dans toute une série de tâches, ils vont avoir l'air d'être complètement partout, et ils peuvent vous donner l'impression d'être incompétents, alors que dans d'autres domaines, ils vont briller et montrer une intelligence qui est nettement au-dessus de la moyenne. Et donc, à nouveau, ça montre que si on en reste à un simple QI et qu'on ne regarde pas le profil, on risque de passer à côté
de la richesse et de la diversité des individus. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut être très très attentif, parce que, et qu'il faut beaucoup expliquer quand on est en consultation, parce que, à nouveau, beaucoup de personnes qui viennent en consultation sont très focalisées sur le chiffre du QI. Et ils veulent avoir le QI comme si c'était la clé qui allait tout expliquer. Alors qu'en fait, ce qu'on essaie, et dans l'équipe on insiste beaucoup là-dessus, c'est parler en termes de profil. Alors on peut parler du QI, mais regarder tout le spectre du fonctionnement cognitif, mais également ce fonctionnement cognitif, il n'existe pas hors sol. Il existe dans un être humain qui a des émotions, qui a une motivation, qui est inséré dans un groupe social, et tout ça fait que ce potentiel va plus ou moins s'exprimer, se développer et arriver finalement à des degrés de réalisation élevés. Alors, je vais prendre ici un peu un contre-exemple qui n'est pas un Asperger, mais ce qui est un cas rare qu'on appelle le syndrome du savant, pour essayer de bien vous montrer un peu les limites, parce que là on atteint quand même les limites. Bon, certains le rangent parfois dans l'autisme, d'autres le rangent en dehors, mais ce sont des sujets qui vont avoir parfois ce que certains ont appelé des îlots de génie. Donc, c'est-à-dire, et ces îlots de génie, ils sont, et ça pose évidemment, ce sont des sujets qui posent vraiment problème, parce que généralement, quand on mesure l'intelligence, il se situe au niveau du déficit intellectuel, tout en ayant des petits îlots, mais souvent très très limités de génie. Alors, on va voir souvent. C'est souvent des personnes qui ont ces caractéristiques-là de naissance, mais on a des sujets qui, suite à des accidents, peuvent développer cette caractéristique-là ou présenter ces caractéristiques-là. Et en général, vous allez avoir des îlots identifiés. Alors, l'exemple que tout le monde connaît un peu, c'est par exemple les calculateurs de calendrier. Donc ça, c'est typiquement, vous allez avoir des sujets qui souvent sont handicapés mentaux, qui sont souvent en institution, incapables de se gérer eux-mêmes, mais vous leur demandez quel jour de la semaine était le 13 février 1956, et ils vous disent, paf, tout de suite. Et généralement, c'est pas parce qu'on leur a enseigné, ils ont trouvé. Alors, il y en a certains, je ne vais pas entrer ici dans le détail, mais il y a des hypothèses explicatives de ce phénomène-là, mais c'est un phénomène qu'on trouve qui est universel, en fait. On le trouve, c'est observé dans un peu tous les pays du monde, en tout cas les pays développés où on fait ce genre d'études. On a observé que ce soit au Japon, en Amérique du Sud ou au Canada, vous allez avoir ces calculateurs de calendrier. J'aimerais quand même préciser, parce que c'est important, veuillez m'excuser, mais il y en a vraiment, on en rencontre, et ils ont au niveau cognitif, je peux vous assurer qu'on s'est bien parlé avec eux, et ils sont des calculateurs de génie. Alors toute la question. C'est une forme d'autisme, mais en même temps. Alors toute la question, c'est de voir jusqu'où, parce qu'à nouveau, il y a une grande diversité. Je voulais juste vous donner un exemple ici. Alors, l'exemple que je cite ici, c'est une personne que beaucoup d'entre vous connaissent sans connaître son nom, qui s'appelait Kim Peek, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et tous les gens qui ont vu le film Rain Man, avec Dustin Hoffman. Pardon? C'est pas un bon film. Pour expliquer. Oui, mais c'est pas, je parle pas d'autisme, je parle du syndrome du savant. C'est pas, je peux le dire, je dis bien que c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je fais la distinction. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je ne veux pas ici, j'ai bien appelé ça le syndrome du savant, et j'ai bien dit que ça ne doit pas être du tout confondu avec l'Asperger. Et vous allez voir pourquoi. Mais j'aime bien l'exemple, et Kim Peek, qui a vraiment existé, et donc, il faut savoir que lui avait des troubles neurologiques de naissance relativement importants, parce qu'il n'avait pas de corps calleux, et il lui manquait une partie du cervelet. Donc il y avait vraiment une atteinte cérébrale majeure. C'est quelqu'un qui était totalement incapable de subvenir à ses propres besoins. Donc qui était complètement dépendant de son entourage pour gérer sa vie quotidienne, s'habiller, utiliser de l'argent, par exemple. Il était incapable de le faire. Par contre, il avait une mémoire extraordinaire, et une mémoire photographique, ou plus exactement littérale. Par exemple, le mot photographique ne convient pas bien pour le fait qu'il connaissait par cœur, par exemple, les œuvres complètes de Shakespeare. Il connaissait par cœur la plupart des grands opéras de récital. Mais il pouvait juste les réciter. Donc il pouvait, les parents de Kim Peek rapportent qu'on l'amenait à l'opéra, ils avaient arrêté parce qu'il était tellement obnubilé par l'exactitude que quand un chanteur, par exemple, d'opéra se trompait, c'était pas juste le bon mot,
il réagissait comme ça de manière complètement impulsive. Donc, alors elle a dit, madame, monsieur, il faut ne venez plus avec lui parce que ça va. Mais c'est une mémoire, alors c'est très interpellant, parce que c'est une mémoire qui sort complètement de l'ordinaire. Il connaissait, par exemple, il connaissait par cœur les horaires des chemins de fer ou des avions aux États-Unis, par exemple. Mais c'était une mémoire, je dirais, une mémoire morte, dans le sens où elle ne permettait pas, et c'est là qu'on va distinguer intelligence et ces îlots de génie, qui en réalité sont des tout petits domaines où le sujet semble. Mais c'est extraordinaire d'avoir une mémoire comme ça. Hein, quand je donne des exemples comme ça, vous avez dit, les étudiants se disent, mais c'est génial, si je pouvais. Non, c'est pas génial du tout. Parce qu'un étudiant qui lirait son syllabus et qui le connaîtrait par cœur, mais qui est incapable de faire des liens, c'est pas très intelligent. C'est juste finalement un stockage d'informations comme vous mettrez sur le disque dur de l'ordinateur, mais en réalité, c'est pas ça qu'on appelle l'intelligence. Donc il s'agit quand même de pouvoir se dire, de discriminer ce qui est parfois quelque chose qui nous étonne, parce que c'est dire, comment fait-il, et ça reste encore assez énigmatique, il y a des hypothèses, pour retenir par cœur, sans effort, la totalité des œuvres de Shakespeare. Il connaissait par cœur des milliers de livres, donc il les regardait et ça entrait comme ça. Donc comment, alors ça reste énigmatique, mais ça existait, c'est bien documenté. Mais pour moi, ça n'entre pas, je ne vais pas dire que cette personne-là est intelligente. Pour qu'il y ait intelligence, il faut quand même être capable d'utiliser de l'information et de pouvoir faire des liens. Alors, pas dans tous les domaines, c'est bien dans ce sens-là que je distingue ce qu'on a appelé à l'époque, bon, on a changé le terme, on a dit le syndrome du savant, on entend les appeler les idiots savants. Donc ça c'était, mais bon, c'était un peu désobligeant. Mais dans la littérature, vous voyez toute une série d'observations. Et donc on est là quand même, et j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer qu'on est un peu à la limite entre, mais qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, par exemple, l'autiste de haut niveau, on va dire qu'il est intelligent. Et que là, je ne vais pas lui attribuer la caractéristique d'intelligent, parce que là, on a quelque chose qui devient alors micro, vraiment tellement micro, qu'on n'arrive plus à parler, de dire, bon, l'intelligence demande quand même, c'est quand même la capacité de résoudre des problèmes, de pouvoir maintenir une relative adaptation. En tout cas, il y a des capacités fonctionnelles de l'intelligence qui ne sont pas présentes ici. En tout cas, Kimbick, il ne savait strictement rien faire de sa mémoire historique. Il y a d'autres exemples. Il y a un autre exemple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui était très bien décrit par Luria dans les années 20. C'est l'histoire de Benjamin. Peut-être certains ont déjà lu. Il a été traduit en français, une mémoire extraordinaire. Ça se lit comme un roman. C'est paru chez Delachaux, si ça vous intéresse. Et Benjamin, par exemple, il était capable de retenir par cœur des matrices de chiffres de 10 sur 10. Donc 100 chiffres, vous imaginez. Et je vous le montre. Alors parfois, il fallait qu'il le regarde 2-3 fois, enfin bon, ça. Mais une fois qu'il avait mémorisé, il était totalement incapable de l'oublier. Donc, Luria pouvait lui dire l'année suivante, écoutez, l'année passée, le 23 février, je vous ai montré une matrice au matin, est-ce que vous pouvez vous en rappeler? Ouf, il était capable de la ressortir. Donc, incroyable. Et en réalité, il avait un moyen mnémotechnique qu'il utilisait. En fait, il remplaçait les chiffres par des personnages. Et il les plaçait sur des façades aux fenêtres de bâtiments de Moscou. Et une fois qu'il avait fait ça, il photographiait ça, et c'était dans sa tête, il ne pouvait pas s'en... Il avait des centaines de matrices dans sa tête. Mais en même temps, il était juste un phénomène de foi. Donc il était incapable d'avoir une réalisation personnelle dans la vie. Donc c'est intéressant donc, de voir aussi des cas limites qui nous conduisent à nous interroger, mais qu'est-ce qui fait le vrai haut potentiel? Et mais je n'hésite pas, là je vous rassure tout de suite, donc effectivement, dans les outils de haut niveau, on n'a pas un profil, et c'est bien, je crois que vous avez ce qu'on appelle le syndrome du savoir et le syndrome de l'Asperger, c'est pas la même chose, il ne faut pas les confondre. Donc ça c'est important. Alors. Ça me rappelle plus. On va revenir là-dessus. Je suis très sceptique. Parce qu'il va falloir. Oui, mais vraiment, on va revenir là-dessus. Mais je suis sceptique. Parce que ça me paraît difficile de combiner les deux. Mais bon. Alors, maintenant, je voulais juste ici faire dans les études
Un des gros problèmes qu'on a quand on étudie le haut potentiel, c'est un gros problème d'échantillonnage. Quand vous voulez, par exemple, étudier les caractéristiques des enfants tout venant de 6 ans, vous pouvez effectivement avoir un tirage aléatoire dans les classes. Donc, j'ai participé à l'époque pour le ministère ici à des évaluations externes. On tirait des élèves, des classes, on tirait des élèves dans les classes, etc. Et on peut avoir une image même assez proche de ce que fait un enfant en moyenne de 6 ans. Par contre, le haut potentiel, vous n'avez pas une liste quelque part des hauts potentiels. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, voilà, toutes les personnes de la population qui ont 130 ou plus, et bon, on va les prendre au hasard. Donc, en réalité, ceux qui ont été souvent étudiés, c'est ceux qu'on va dans les consultations. Donc, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire que c'est tout le monde. Il y a des tas de hauts potentiels qui n'ont jamais été voir un psychologue. On a maintenant qu'on commence à voir des adultes qui s'intéressent à ces questions de haut potentiel, puisqu'on a maintenant de plus en plus de hauts potentiels qui viennent voir et qui nous disent, tiens, moi j'ai jamais été vu par un psy, mais j'ai vu une émission et j'ai l'impression que, et ils viennent avec cette demande-là. Et en fait, ils n'avaient pas du tout été diagnostiqués. Simplement, voilà, à un moment donné dans leur vie, ils se posent des questions, ils disent, tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens différent, que j'ai tel parcours, etc. Et donc, on voit bien que les groupes qui ont été étudiés, dans certains cas même extrêmes, je ne vais pas citer de personnes, mais où ceux qui sont étudiés, c'est pour ceux qui sont vus dans des services de pédopsychiatrie. Oui, ok, mais alors là vous avez un énorme biais de recrutement. Donc, ça ne représente pas nécessairement. On a eu, avec une de mes doctorantes, on avait fait comme recherche, on s'est dit, mais au fond, où peut-on trouver des hauts potentiels qui n'ont pas été diagnostiqués et qui ont un itinéraire à bas bruit? Alors on s'est dit, mais tiens, l'UNIF, c'est pas un mauvais endroit pour ça. Et nos chercheurs, vraisemblablement, sont des personnes qui peuvent être éligibles. Et donc, on a fait un appel en disant, ben voilà, est-ce que vous avez eu des caractéristiques, on donnait des caractéristiques, vous avez sauté de classe, vous aviez appris plus vite que les autres, on a toutes sortes de prix, ben, prenez contact avec nous. Et on a eu toute une série de chercheurs qui ont été identifiés comme ça, qui n'avaient jamais eu de problèmes particuliers dans leur parcours personnel, et donc ils ne ressemblaient pas tellement à ceux qu'on décrivait nécessairement dans il faut savoir par exemple que dans le cas de Terman, alors c'est une étude qui n'est pas au-dessus de sous soupçon, mais la première étude, et c'est d'ailleurs la seule qui a été faite sur un échantillon aussi grand, qui a été faite par Terman, puisque ici, Terman a suivi depuis les années 20 jusque, même après le décès de Terman, il y a encore d'autres qui ont suivi cette cohorte. Donc c'est des personnes qui étaient devenues des vieux messieurs et des vieilles dames, qui avaient été identifiées par Terman dans les années 20. Ici, donc c'était plus de 1288 sujets. Et donc il a fait une enquête dans les années 50 pour voir ce qu'ils étaient devenus. Donc c'était des adultes à ce moment-là. Et vous voyez ici, 90% étaient en bonne santé physique, 70% en bonne santé mentale, moins 10% présentaient des troubles mentaux sévères. Il y avait des alcooliques, il y avait des psychotiques, il y avait des troubles bipolaires. La majorité avait réussi, avait un diplôme Bac plus 4, ce qui était quand même pas mal dans ces années-là. Et seuls 10% n'avaient pas obtenu l'équivalent du bac. Et on voyait que 90% exerçaient une profession libérale. Bon, si on est aux États-Unis, c'est limite. Et 90% affirmaient être satisfaits ou très satisfaits de leur vie professionnelle. Donc, il ressemble globalement à beaucoup de populations qui n'est pas nécessairement en potentiel, mais à nouveau, voilà, en tout cas, c'est la seule étude de cette ampleur-là où on a le suivi pendant de très nombreuses années d'une cohorte de sujets qui avait plus de 142 QI. Donc, ceci dit pour l'anecdote, ça vaut quand même la peine, c'est que dans cette étude-là, il y avait une personne qui n'avait pas été retenue, parce qu'elle n'est pas 142 QI, et qui s'appelait William Shockley. Peut-être que William Shockley, vous ne savez pas qui c'est. William Shockley, c'est l'inventeur des transistors pour lequel il a obtenu un prix Nobel. Donc il avait été testé par Terman, il n'avait pas un intellectuel suffisant. Donc c'est quand même intéressant pour la petite histoire. Alors il y a quelques études qui sont un peu différentes où les sujets n'ont pas du tout été sélectionnés. Parce que là, on a souvent reproché à l'animé. C'est une espèce de prophétie autoréalisatrice.
Vous dites aux gens qui sont super intelligents, quelque part vous boostez leur estime d'eux-mêmes, quelque part il y a une espèce de biais dans le suivi de ces personnes. Donc voilà, il y a alors quelques autres études qu'on peut citer, je cite celle-ci, j'aurais pu en citer d'autres, mais c'est la Fullerton Longitudinal Study, et là c'est une étude de suivi, donc qui n'était pas du tout partie initialement sur les hauts potentiels, mais Fullerton ça se trouve dans la banlieue de Los Angeles, et les chercheurs bon, c'est une banlieue plutôt favorisée, il faut même le dire, mais les chercheurs ont pris simplement les enfants qui étaient nés dans l'hôpital de Fullerton entre telle date et telle date. Et ils les ont suivis. Et il se fait que plus tard, quand ils ont testé l'intelligence de ces sujets, ils se sont, à l'époque c'était avec le Whisker, donc ça remonte que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, il se fait que dans cette cohorte, ils avaient 20 enfants qui se sont révélés avoir un niveau potentiel de 130 ou plus. Et donc ils ont vu un peu quels sont ces enfants. Donc ils n'avaient pas initialement, ceux-là, on ne les avait pas repérés tôt. Donc c'est vraiment à un âge plus avancé, puisque c'est à 8 ans, et on voit qu'effectivement, qu'est-ce qui était leur caractéristique? C'est précocité de l'acquisition du langage, expressif et réceptif, développement très avancé dans plusieurs domaines cognitifs, qui sont déjà repérés dès 1 an et demi, souvent par les parents. Une vie sociale, par contre, comparable à celle des enfants tout venant. Donc c'est intéressant, parce que c'est pas nécessairement des sujets qui vont être, parce qu'on les a souvent présentés comme étant les misfits, comme ça, un peu les mal ajustés, mais en réalité, là, c'était pas le cas. Justement, parce qu'on a ceux qui viennent, c'est peut-être justement ceux dans la cohorte qui ont des problèmes, alors que les autres, on ne va pas les voir, donc il faut être prudent par rapport à ça. Pas de différence comportementale, émotionnelle ou sociale avec les autres enfants, mais une plus grande maturité dans leur jugement. Et alors, c'est tout un débat, hein, c'est la question, j'ai une chercheuse qui a travaillé là-dessus, sur la question des scales au niveau émotionnel différents, pour en parler si vous voulez tout à l'heure, et ça va un peu dans tous les sens, et à nouveau, ça revient à ce que je vous ai dit d'emblée, il y a une grande diversité de profils, et vouloir tous les mettre dans le même moule, c'est une simplification abusive. Je crois que reconnaître leur diversité est important. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une intelligence particulière? Alors, j'ai dit tout à l'heure, rien n'indique en tout cas qu'ils aient une intelligence qui soit structurée différemment. C'est-à-dire qu'ils aient, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du sportif, vous allez prendre les finalistes du 100 mètres oui, ils ont des muscles très développés, des capacités, mais ils ont un cœur comme tout le monde, ils ont des poumons, ils ont effectivement le même nombre d'os et les mêmes muscles. Mais voilà, ils ont évidemment développé ça à un niveau beaucoup plus élevé, bien souvent associé avec une motivation, un entraînement, qui souvent signe aussi le degré élevé d'expertise qui est associé à ce potentiel. Donc on va voir que, en fait, ce pourquoi je plaide, c'est cette idée de continuum que j'ai exposé d'entrée de jeu, se dire, ben oui, il y a effectivement des sujets qui, petit à petit, arrivent à un niveau de compétences qui dépassent évidemment de loin la moyenne, qui peuvent arriver à des niveaux de réalisation très supérieurs aux autres, mais sans que nécessairement ils raisonnent par les principes de la logique comme tout le monde. Je suis désolé, mais là il n'y a pas une espèce de raisonnement qui serait spécifique. Pour eux, la logique ne contient pas ça, c'est une vision de mon point de vue de l'esprit. Alors on va dire parfois qu'ils sont plus créatifs. À nouveau, c'est un débat extrêmement délicat, parce que vous allez avoir que les potentiels ne sont pas créatifs, et d'autres qui sont hyper créatifs. Bon, je suis ceux qui défendent en fait quelques études sur ces questions de créativité. Je travaille actuellement beaucoup avec Todd Lubart à Paris 5 sur la question de la créativité. Et ce qu'on voit, c'est que pour il y a des hauts potentiels créatifs, il y a des hauts potentiels qui ne sont pas créatifs, ou peu créatifs en tout cas, qui sont beaucoup plus, je dirais, des espèces de gros ordinateurs très très performants, et on en voit, moi j'ai connu des gens qui, je ne vais pas citer de nom bien entendu, je suis une certaine réserve, mais des collègues qui disent waouh, il est super brillant, et puis vous voyez que c'est un art qui porte pas fruit. Et ça c'est parfois triste, mais qui, voilà, il n'a pas d'idées innovantes, mais par contre il est capable de vous résoudre, il comprend tout plus vite que les autres, il résout les problèmes plus vite que les autres, il est brillant, mais il n'est pas innovant. Et l'innovation, elle dépend d'autres facteurs que la seule intelligence. Elle dépend très souvent de facteurs de personnalité,
de motivation, de l'environnement. C'est un phénomène complexe qui demanderait une conférence à elle seule, si on voulait en parler, parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur la créativité scientifique. Qu'est-ce qui fait la créativité scientifique et la créativité mathématique en particulier? Bien sûr, il faut être intelligent, avoir un niveau minimum d'intelligence, mais le fait d'être beaucoup plus intelligent que les autres ne va pas faire que c'est vous qui êtes le plus créatif au niveau scientifique et mathématique. Donc ça, c'est une combinaison de beaucoup de facteurs. Enfin bon, on pourra en parler, mais on va tout à l'heure. Alors, est-ce que ça veut dire que ce soit tout autant, parce que je vous dis, tiens, ça a l'air d'aller bien pour le haut potentiel, est-ce que ça va toujours bien? Ben, pas nécessairement, parce que c'est pas évident d'être précoce. Et ça, c'est Jean-Jacques Terrassier, quand même, qui était vraiment des pionniers du haut potentiel. Enfin, lui a travaillé sur il utilisait le terme surdoué, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. À une époque, d'ailleurs, où c'était presque tabou de parler de haut potentiel. Il faut se rendre compte que dans les années 60, 70, quand il a commencé à travailler sur les surdoués, on parlait d'élitisme, il était vraiment cloué au pilori, Jean-Jacques Terrassier. Mais bon, il a eu le mérite de mettre en évidence, entre autres, ce phénomène de la dysynchronie. C'est-à-dire le fait qu'il y a un décalage entre le développement intellectuel qui est très précoce et d'autres aspects de la personne qui, eux, ne sont pas nécessairement en phase. Au niveau émotionnel, au niveau physique, par exemple. J'ai vu des jeunes enfants, c'était un drame parce que, évidemment, on les faisait sauter de classe, ils apprenaient beaucoup plus vite que les autres, mais ils étaient tout petits, personne ne les voulait dans leur équipe de foot, ils étaient toujours mis de côté, et ils en souffraient. Hein, donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut être parfois cette dysynchronie. Et je dirais que ce n'est pas un problème intrinsèque à la personne, elle est souvent liée à l'environnement, qui lui-même, essayez d'imaginer quelqu'un qui émotionnellement, quand c'est une petite fille, qui est encore à jouer à la poupée alors que dans sa classe où elle avait sauté, il y en a déjà qui avaient toutes les caractéristiques sexuelles secondaires et qui commençaient à parler des garçons, elle est complètement à côté. Vous voyez, il y a un décalage qui est parfois très compliqué, mais c'est pas, à la limite, initialement, c'est pas leur problème. Ce qui devient leur problème est initié essentiellement un problème de l'environnement qui aussi a beaucoup de mal à gérer les besoins de haut potentiel. Et on va voir parfois des environnements qui sont parfois extrêmement violents. Et c'est là qu'il y a une injustice. Je pense que dans beaucoup de cas qu'on a vus, de difficultés, ils venaient aussi du fait de certains devenaient des souffres-douleurs, des têtes de turc, des autres, parce que, vous savez, bon, un télo, c'est une injure pour certains. Aimer lire, dans certaines classes d'école primaire, ça c'est un truc de femmelette. Enfin, je ne sais pas absolument c'est ce que les gens disent. Donc on va voir que là, ils sont en souffrance pour ça aussi, parce que. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'eux-mêmes ont une fragilité, eux-mêmes ont des problèmes? Je suis très réticent je suis vraiment prudent là-dedans, parce que j'aime pas d'emblée attribuer à la personne comme ça, parce que quand vous dites oui, mais ils ont des problèmes personnels, c'est comme si c'était un attribut qui est le leur, comme si quelque part ça leur venait de l'intérieur. Alors qu'en réalité, dans beaucoup de cas, il faut le reconnaître, leur difficulté, elle vient aussi de cette dysynchronie, et elle vient aussi donc d'un milieu qui ne sait pas faire face à cette dysynchronie, que ce soit un milieu familial. Je dis, être au potentiel dans un milieu ouvrier, peu intellectuel, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que si vous naissez au potentiel dans une famille d'universitaires, vous avez à votre disposition une bibliothèque énorme, et vos parents adorent vous emmener au musée. C'est pas du tout la même chose. Vous n'allez pas vivre votre haut potentiel de la même manière. Donc je crois qu'il faut bien être attentif à cela, et donc ne pas d'emblée reporter, si vous voulez, la faute ou le problème sur le sujet isolé. Je crois qu'il faut vraiment le mettre dans son contexte. Donc on va venir ici, parce que c'est vrai que... alors, je regarde ici. Donc on va voir effectivement, alors c'est là que j'en arrive ici à la question des 10, parce que vous allez voir que on a parfois, alors à nouveau, quel est le premier, l'œuf ou la poule? Est-ce que par exemple tous les 10 qu'on va avoir, parce que ça, parfois on a eu tendance à dire mais c'est parce qu'ils sont au potentiel qu'ils ont dit. Non, je pense qu'il y a toute une série de troubles que vous pouvez avoir qui sont soit absolument pas liés. De la même manière que vous pouvez avoir une grippe et une jambe cassée, l'un n'entraîne pas l'autre, en connaissance. Et donc ce sont des caractéristiques qui sont conjointes. Donc ça sont et vous allez avoir toute une gamme. Hein. Vous pouvez avoir de hauts potentiels dépressifs, psychotiques, avec toute une gamme de troubles à la personnalité.
mais qui ne sont pas nécessairement, l'un n'étant pas nécessairement la cause de l'autre, mais c'est une présence associée de ces caractéristiques. Donc, il faut être... alors, au fond, on va voir, je reviens un peu sur le concept ici de haut potentiel. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on plutôt de haut potentiel et plus de surdoué ou de précoce? Alors précoce, j'ai expliqué un petit peu pourquoi, parce que ça c'est une vision très limitée à l'enfance et à l'adolescence. Mais surdoué, ça aussi, il y avait une dimension on l'utilise plus, c'est un peu tombé en désuétude, le mot surdoué, parce qu'il lui manque une dimension qui est essentielle, c'est la dimension développementale. La notion de potentialité, elle fait référence à finalement des dons qui vont plus ou moins s'épanouir en fonction de toute une série de facteurs. Et cet épanouissement, il ne se limite pas à l'enfance, il dure toute la vie de l'individu. Et on va voir il y a des précoces comme ça, on a l'impression des génies précoces, et puis vous avez parfois des génies tardifs qui s'éveillent plus tard. Voilà. C'est comme les pommes, si on peut dire. Donc voilà, il y a des pommes précoces et des pommes que vous cueillez à l'automne, mais elles sont toutes aussi bonnes que les autres. Voilà. Alors, ce qui est donc important, je vous montre ici, je vais plus m'arrêter sur le schéma ici. Au fond, il y a un potentiel inné. On n'est pas tous égaux, on a des potentialités plus ou moins importantes qui vont évidemment s'épanouir suite à des conditions internes au sujet et externes au sujet, et qui vont donner lieu à des compétences, ou si vous reprendre la terminologie aussi de François Gagné, il parle de talents, on va développer des talents, hein, donc plus ou moins importants, et puis ces talents, ces compétences, moi je vais essayer de les évaluer et d'en rendre compte le mieux possible. Et c'est là évidemment que ça n'est pas simple, parce que vous allez voir, et j'en ai parlé déjà tout au début de mon exposé, les tâches que vous allez utiliser, les conditions de l'examen, comment ça se passe, la relation que vous allez avoir avec le psy, etc., vont servir de filtre. Et vous, ce que vous allez voir, c'est la seule chose que vous voyez vraiment, ce sont des performances. Le sujet, il résout les problèmes devant moi et il les résout plus ou moins bien. Et à partir de là, moi, je vais inférer des compétences et un potentiel. Alors pourquoi un potentiel? Tout simplement parce que ce que le sujet a pu épanouir aujourd'hui laisse présager ce qu'il pourrait épanouir demain. Hein, je veux dire, la meilleure manière de prévoir la météo de demain, c'est de regarder la météo d'aujourd'hui. C'est le plus simple, c'est le plus sûr. En général, demain, il est très peu probable qu'on ait 25 degrés avec un grand soleil. Hein, bon, voilà. On peut s'attendre à ce que ça ressemble un peu. Voilà. Mais c'est un peu la même chose. Quand vous faites l'évaluation, alors c'est tout le problème, évidemment, quand les conditions environnementales et psychologiques ont été extrêmement défavorables et que vous avez évidemment des potentialités qui ont été mises sous boisseau. Et donc, où les compétences ne sont pas réellement épanouies. Donc c'est parfois très complexe. Il y a des sujets, on pressent qu'il y a quelque chose, et ça n'apparaît pas nécessairement dans les tests. Et c'est très difficile. Alors maintenant, comment dire? Est-ce que simplement parce que moi j'ai le feeling? Alors moi je suis très prudent par rapport à ça. Mais bon, on peut prendre un exemple. Je veux dire, bon, je ne sais pas si c'est de la sculpture. Non, je ne fais pas de la sculpture. Mais est-ce que je vais vous dire, vous n'avez aucun nom pour la sculpture? J'en sais rien. Et il n'y a personne qui peut le dire. Pour ça, il faudrait que je vous mette dans un atelier, je vous donne des outils, il y a un prof qui va vous dire, et puis peut-être qu'il va dire, oula, là, elle a vraiment doué, et alors il va voir qu'effectivement, il y a là un potentiel qui est là, un tout petit au début, qui pointe son nez, et que vous allez pouvoir développer. Mais tant que les conditions n'ont pas été là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc ça c'est un peu... Donc là, il faut avoir conscience que quand moi je parle de quelqu'un qui a un haut potentiel, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui s'est développé. Par exemple, l'enfant a un langage qui est très développé, qui est en avance sur son âge, etc. Donc ça, il faut déjà un minimum de... et on voit donc du coup la complexité qu'il y a de cette évaluation. Donc on va voir que ces potentialités vont se développer plus ou moins de manière étendue selon les individus, en fonction d'intérêt, de motivation,
il faut se rendre compte aussi que tout le monde n'a même pas envie de développer son potentiel au plus haut niveau, et j'ai tendance à dire qu'il a le droit. C'est de la même manière, vous pouvez avoir un corps d'athlète. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes destiné à aller aux Jeux Olympiques? Les gens disent, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie. Et moi, j'ai des sujets qui m'ont déjà dit, et j'ai bien cité un exemple, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup touché. C'est un garçon que j'avais vu, j'avais diagnostiqué, enfin identifié plutôt. Quand il avait, vous voyez, comme quoi on a vraiment le type du psychologue qui revient. J'avais identifié quand il avait 10 ans, il a fait un saut de classe, il a eu un itinéraire scolaire brillant, il a été à l'UNIF, à l'ULB en l'occurrence, et donc, mais malheureusement, un peu avant la fin de ses études, ses parents ont été tués dans un accident. Donc il s'est retrouvé seul, enfin avec sa sœur. Et donc, son prof lui a dit, écoute, tu es tellement brillant, donc moi ce que je fais, tu dois vraiment faire une thèse de doctorat. Tu as vraiment un avenir dans le domaine. Et ce garçon est venu me trouver parce que bon, j'avais revu un épisode, à des moments de sa vie où il me posait un peu des questions, il venait un peu demander des conseils. Et il dit, écoutez, là je suis vraiment mal pris parce que je sens que je suis capable de faire ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire, voilà, on me fait confiance, et c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il dit, vous savez, pendant mes études, j'ai suivi des cours de menuiserie aux Arts et Métiers à Bruxelles. Et en fait, ce que j'adore faire, c'est construire des escaliers. Et de concevoir des escaliers en bois. Donc, voilà. Et ça, c'est son truc. Et alors, il me dit, mais je suis très mal à l'aise parce que mes parents sont plus là et je ne sais pas si ça aurait plu à mes parents que je fasse ça. C'était très interpellant parce que ça renvoyait quand même à se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on développe certaines choses ou pas? Et voilà, moi, la réponse que je lui ai donnée, j'ai dit, écoute, moi je connaissais des parents parce que je les avais vus à plusieurs reprises pendant une longue période. Et je lui ai dit, en tout cas, ce que je sais, c'est que tes parents, ce qu'ils voulaient, c'est que tu sois heureux. Et de mon point de vue, si effectivement tu fais quelque chose que tu aimes, dans lequel tu te sens bien, et où tu es heureux, je crois que c'est ça qu'ils voulaient. Maintenant, tu ne sais pas, tu vas savoir dans quel domaine tu peux développer ton potentiel. Mais j'aime bien cet exemple-là, parce qu'il m'a vraiment fait réfléchir sur est-ce que, par exemple, quand on a un haut potentiel intellectuel, on doit nécessairement se dire, tiens, tu dois viser avoir une demi, une carrière universitaire, de chercheur de niveau ou pas? Non, je crois qu'on doit quand même. Et il faut se rendre compte aussi que les performances actuelles, elles sont toujours un mix de deux choses que vous ne savez jamais démêler. Hein? Vous avez, voilà, on peut avoir deux personnes qui ont des potentiels très différents, mais parfois des conditions environnementales et psychologiques très différentes. Si vous regardez le tennis, Justine Hénin par rapport à Serena Williams, elle n'avait pas vraiment autant de chance, je dis. Hein, vous avez Serena Williams qui est vraiment superwoman au niveau physique, je dis c'est une athlète. À côté de ça, vous avez Justine Hénin, mais vous avez quelqu'un qui a une motivation, une envie de se battre, qui l'a amené jusqu'où il a été. Donc la combinaison des facteurs internes et externes, elle est très variable d'un individu à l'autre. Ce que vous observez, c'est le mixte des deux, donc c'est très difficile de les désintriquer. Donc on voit aussi la difficulté dans la compréhension des phénomènes, et même dans la prédiction. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, et on en a vu aussi, j'ai vu malheureusement, parfois avec tristesse aussi. Dans l'exemple que j'ai cité, je sais que ce garçon, il était heureux de faire ce qu'il faisait, et j'en ai vu d'autres qui ont gâché leur talent, mais dans le sens où ils ont fait quelque chose, voilà, parce qu'ils avaient des problèmes personnels, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, qui faisaient que, voilà, je m'en souviens qu'il y a un qui était polluant, etc., et puis finalement, là, il a été travailler chez Carrefour pour réassortir les rayons, pour différentes raisons, qui ont fait que, c'était pas son choix, il n'avait pas l'ambition, tiens, mon frère, j'ai sorti les rayons chez Carrefour. Oui, mais je pense pas, je crois que dans ce cas-là, il l'a fait par nécessité, parce qu'il devait gagner sa troupe, c'est tout le point. Et ça, c'était triste. Donc, on va voir ici que cette évolution, si vous voulez, du potentiel, elle est variable des individus, et vous allez avoir. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion de potentiel, parce qu'elle renvoie chez l'adulte aussi à des potentialités qui peuvent évoluer très positivement, parfois tardivement. Vous avez dans des domaines, par exemple, artistiques, littéraires, vous avez des gens qui vont être hyper précoces et d'autres qui vont parfois se révéler beaucoup plus tard.
mais d'autres, au contraire, parfois, vous allez voir se dégrader cette potentialité. Ce qui était prometteur, parfois, va, pour différentes raisons, se dégrader. Par exemple, il peut y avoir certains qui ont des problèmes de toxicomanie et qui vont dégrader leur capacité cognitive. Et c'est triste à voir, mais ça arrive. Donc on peut avoir des itinéraires. Donc la dimension développementale, pour moi, elle est fondamentale. Le haut potentiel, comme le nom l'indique, c'est une potentialité de devenir quelqu'un, de développer des compétences, mais qui peuvent, dans toute une série de cas, pas du tout aboutir. Et rester, c'est l'arbre qui ne porte pas de fruits, ou c'est le bourgeon qui ne s'ouvre pas. Ouais, et qui, on le voit là à l'automne, on voit parfois maintenant les bourgeons qui n'ont pas eu le temps de s'ouvrir et ils sont tout flétris et ils tombent. Donc on le voit ici, je vais un peu accélérer parce que si on veut avoir je voudrais maintenant revenir un peu, et c'est vrai que j'avais prévu beaucoup de slides. Donc on voit bien effectivement à ce stade-ci, quels critères. Ce que vous avez bien pu comprendre, c'est que la mesure d'intelligence, elle est importante. Pour moi, ça permet une certaine objectivation des choses, mais ce n'est pas le critère absolu ni qu'un, ça demande à être interprété en tenant compte du profil des individus. Et donc, c'est ce que j'indique ici, de tenir compte des différents indices, et de sortir aussi de ces seuls indices pour prendre en compte les caractéristiques autres, donc qui nous permettent effectivement, si le test était passé dans de bonnes conditions, d'avoir une vision globale du fonctionnement du sujet et de ses potentialités, en sachant aussi, ça c'est aussi une limite, et ça c'est une... Non, j'en parle tout à fait à l'aise parce que je vous invite aussi par un centre qui est attentif aux intelligences multiples. Ce qui est mesuré dans les tests d'intelligence ne couvre pas tous les domaines des capacités cognitives. Il y a des domaines qui restent aujourd'hui difficiles d'appréhender au travers d'un test classique. L'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle par exemple, ce sont bien des réalités. Il y a des gens qui ont des capacités de compréhension d'eux-mêmes ou d'autrui qui dépassent de loin la moyenne, et c'est très compliqué à évaluer. Très très compliqué à évaluer. Donc aujourd'hui, il faut y être attentif en sachant que les tests classiques, c'est comme un filet, si vous voulez, dans lequel il y a des trous. Et Wechsler, d'ailleurs, le dit bien, j'ai lu beaucoup de textes que Wechsler a écrits dans les années 30, des choses intéressantes. Vous savez, en psychologie, on gagne parfois à relire les choses du passé pour ne pas devoir les réinventer. Et là, il cite des exemples que lui-même rencontrait de sujets en disant mais cette personne-là, elle n'avait pas un bon résultat à mon test, mais elle gagnait sa vie, elle subvenait aux besoins de sa famille, et cette personne avait tout. Elle pouvait faire face aux problèmes de la vie de tous les jours, alors que le test semblait indiquer l'inverse. Donc le test, c'est un outil, mais c'est un outil qui est utilisé avec beaucoup de précautions et qui demande une interprétation. Alors, j'en arrive ici à la question des 10. Le 10, là-dedans, je l'ai évoqué un peu chemin faisant, mais on va voir qu'il va évidemment compliquer considérablement notre diagnostic. On sait qu'effectivement, de toute une série de troubles 10 peuvent avoir un effet délétère sur le fonctionnement et sur le développement intellectuel. On va voir qu'effectivement, en moyenne, des études sur toute une série de 10 montrent qu'ils ont des performances significativement inférieures à celles des autres, des non-10. Mais je ne parle pas des HP, si je parle de sujets 10 tout venant. Tout simplement parce que si vous avez dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, il y a des domaines de votre activité. C'est un peu comme quelqu'un, si vous voulez, qui est resté, qui pour des problèmes de motricité, n'a pas pu bouger, ou moins bien bouger que quelqu'un d'autre, il n'a pas pu développer sa musculature. C'est un peu la même chose. Donc il y a là des contraintes qui sont... alors, on va voir que certaines fonctions intellectuelles, par exemple, vont être entravées par les 10. Par exemple, les troubles de l'attention. On va voir, par exemple, ici une étude intéressante sur 4771 paires de jumeaux, donc c'est énorme, une étude américaine, qui montre que ces jeunes évalués à 12 ans, qui ont des troubles de l'attention, voient en moyenne une diminution de leur QI à 14 ans. Donc on va voir que là, dans toute une série de cas, ça a un effet négatif.
Et on va voir que ça va avoir un impact également sur toute une série de tâches. On va voir que si vous avez une dyspraxie, vous allez avoir des problèmes dans l'épreuve de code, vous avez des problèmes dans l'épreuve de cube. Vous allez avoir, si vous avez des problèmes au niveau dyslexie, dysorthographie, on va voir que chez les plus âgés, par exemple, parce qu'ils lisent beaucoup moins ou détestent lire, on va voir que dans des épreuves comme vocabulaire, ça peut avoir un impact négatif, pas tout de suite, mais à plus long terme. Donc on voit que ces 10 viennent créer des problèmes. D'un autre côté, on a des tableaux tout à fait conjoints, HP et 10. On va voir que là, il y a une étude fort intéressante qui, sur les TDAH, donc les troubles de l'attention, et on va voir que chez ces sujets-là, on va avoir au fond une distribution normale de l'intelligence. Alors c'est vrai qu'en moyenne, leurs troubles de l'attention vont avoir un effet délétère sur le développement intellectuel, mais ça n'empêche pas que dans la distribution de l'intelligence, vous ayez une queue de distribution dans laquelle se trouve un certain nombre de HP. Donc ça, c'est tout à fait possible, et donc l'un n'entraîne pas l'absence de l'autre. C'est parfois très difficile. Vous avez d'autant plus que ces sujets ont souvent une image d'eux-mêmes très négative. Un des plus anciens HP que j'ai vu de ma carrière de psychologue, j'étais jeune psychologue, et c'était un garçon qui venait pour une dyslexie mais très sévère. Et en fait, la perception qu'il avait de lui-même était très négative parce qu'il avait l'impression d'être très bête. Quand vous êtes en classe et que les autres ils lisent tout de suite et vous décodez une belle phrase, ça devient très compliqué, et que les autres en plus se moquent de vous, et ça devient évidemment une perception de vous-même qui est complètement altérée à cause de ces problèmes de dyslexie. Donc on va voir que donc parfois c'est pas évident d'emblée, les enseignants d'ailleurs n'entraînent pas, ils font des pensées, regardez, ils décomptent pas. Vous avez vu l'orthographe qu'il a? C'est déplorable. Il y a une dysorthographie massive à la suite de sa dyslexie, et donc on va avoir tendance à dire mais il est très bête, alors qu'en réalité il est au potentiel. Donc ça, l'abord, si vous voulez, de ces enfants est souvent très compliqué, parce qu'ils viennent rarement avec une identification comme au potentiel. On a alors toute une série qui... Alors maintenant, les parents sont devenus plus attentifs à ça, mais jusqu'il y a pas si longtemps que ça, ils ne venaient pas avec la demande de potentiel. En tout cas, ceux que j'ai vus dans mon histoire personnelle, professionnelle. Et donc, on a effectivement des sujets alors qui vont révéler d'autres facettes de leur intelligence, mais qui sont en partie masquées. On va voir par exemple, beaucoup de hauts potentiels sont faibles. Je vous en ai montré un tout à l'heure, le gars qui avait 80, le sujet qui avait 80, je ne sais plus si c'était un garçon ou une fille, et donc en vitesse de traitement. C'est quelque chose qui est fréquent, pour différentes raisons. Alors ça peut être dû à des vices, mais même d'une manière générale, surtout chez les petits, il faut se rendre compte que l'épreuve, elle demande d'écrire rapidement. Or, le développement moteur, et ça rejoint la dysynchronie dont je vous ai parlé tout à l'heure, le développement moteur, il n'est pas nécessairement au même niveau que le développement intellectuel. Donc vous pouvez avoir au niveau du traitement mental de l'information une perception rapide, une capacité finalement d'identification très rapide, mais le temps de la réalisation graphomotrice, lui, il est celui d'un enfant de son âge. Donc ce n'est pas rare de voir chez ces enfants-là un niveau en vitesse de traitement qui soit dans la moyenne, alors que dans d'autres domaines, ils sont nettement au-dessus de la moyenne. Et quand il s'agit en plus de 10, alors là, vous allez voir certains, comme celui de tout à l'heure, qui se retrouvent en dessous de la moyenne. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et si vous n'êtes pas attentif à cela, vous risquez d'avoir un mauvais diagnostic. On va voir aussi des indices comme mémoire de travail, par exemple chez les troubles attentionnels. Bon, mémoire de travail demande beaucoup d'attention, concentration. Donc vous allez avoir des sujets qui sont distraits, ils bougent tout le temps, ils n'arrêtent pas, ils sont comme ça instables, et puis vous leur donnez le matériel à mémoriser, et puis vous voulez pas répéter, j'ai pas fait attention à ce que... Non, je peux pas, parce que là, Et donc on est dans une situation
où le trouble 10, ici, en l'occurrence les troubles de l'attention, vont venir perturber une mesure, encore une autre ici, c'est la mesure de mémoire de travail. Et on peut avoir dans les troubles praxiques que j'ai cités ici, Q, l'école, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Dans les troubles du langage oral, vous pouvez également voir en similitude, en mémoire de chiffres, puisque là il faut produire des réponses orales, vous allez avoir toutes sortes de phénomènes. D'où l'idée qu'il y a alors un moyen, dans un certain nombre de cas, d'avoir des mesures globales qui remplacent le quotient intellectuel total. Le quotient intellectuel total, il n'est pas sacré, hein, c'est pas la mesure, c'est pas le grade. Donc certains ont recommandé de dire, écoutez, quand vous avez il y a pas mal de troubles 10 qui vont avoir un impact sur la partie, surtout vitesse de traitement et mémoire de travail. Donc là, à ce moment-là, on va dire, mais prenez plutôt en compte essentiellement donc les 5 épreuves qui sont indiquées ici dans son rose foncé, donc qui sont la compréhension verbale, le raisonnement spatial et le raisonnement fluide. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi on ne met pas de puzzle visuel. Mais donc, si on fait ça, alors vous allez avoir des sujets qui, quand vous prenez cette dimension-là, et que, au fond, c'est comme si, je dirais, si je veux voir mes habiletés motrices, à nouveau, vous pouvez reprendre cette. Mais effectivement, il se fait que pour le moment, je me suis foulé le poignet, et alors, voilà. Pour le reste, tout est bon. Mais alors, finalement, si je calcule une moyenne, cette manque d'habileté dans ma main gauche va venir pénaliser la mesure globale. Donc là, à certains moments, si vous avez de bonnes raisons de considérer que ce sont des troubles 10 qui viennent perturber sélectivement certaines facettes d'activité intellectuelle, alors à ce moment-là, on peut quand même se tourner vers d'autres facettes et prendre uniquement ces facettes-là en compte. Pour autant qu'il y ait suffisamment d'homogénéité, évidemment, dans les épreuves qui sont mentionnées ici. Un autre exemple, si vous avez des troubles, par exemple, du langage oral, par exemple, ça peut arriver, ou des sujets, par exemple, ça peut arriver de plus en plus, d'ailleurs, les enfants qui maîtrisent mal la langue française. Vous avez des enfants immigrés, par exemple, vous pensez qu'ils sont au potentiel, mais leur maîtrise de la langue française n'est pas du meilleur niveau. Donc, si vous allez calculer pour ces enfants-là un indice compréhension verbale, ça va déprimer leur quotient intellectuel total. Mais là, à nouveau, il faut que vous ayez de bonnes raisons, il ne faut pas le faire simplement en disant, tiens, si je sais ça. Si vous avez des preuves que c'est pour des raisons qui sont indépendantes de l'intelligence du sujet, que le sujet n'a pas un bon niveau au niveau verbal, alors vous pouvez calculer un indice non verbal, pas tout à fait non verbal, mais qui est quand même où on limite à ce moment-là l'importance des épreuves où le langage est très important, qui sont similitudes et vocabulaire, mémoire de chiffres, et vous prenez les 6 épreuves que vous voyez pour calculer cet autre indice. Donc à ce moment-là, on peut mieux rendre justice, je pense, aux potentialités d'un certain nombre de sujets. D'ailleurs, ces indices, vous voyez, sont relativement bien corrélés avec le QI total, puisque l'IAG, donc l'indice d'aptitude générale, est corrélé à 0.96 et le non-verbal à 0.91. Ce sont quand même des corrélations élevées. Donc c'est pas du tout, on ne raconte pas des bobards quand on fait ça, simplement on évite de pénaliser le sujet du fait d'un handicap, de nature évaluée, qui viennent entraver la bonne évaluation de leur potentialité intellectuelle. Donc on le voit ici, si ça vous intéresse. Alors, il faut être prudent parce que on réduit l'échantillonnage des facettes, donc on réduit un petit peu la richesse de ce qu'on va pouvoir observer, mais voilà, vous vous rendez compte que si vous avez affaire, par exemple, à un malvoyant, que aussi a haut potentiel, mais il est clair que vous n'allez pas pouvoir lui donner des épreuves où il doit voir avec ses yeux. C'est ça pas possible. Vous dites, mais c'est absurde si vous essayez d'évaluer. Donc ça, c'est un exemple un peu caricatural, mais qui nous montre bien qu'à un certain moment, il faut pouvoir avoir des épreuves qui vont donner à la personne les meilleures opportunités de montrer toute la palette de leurs compétences intellectuelles. Donc ça, je crois que c'est la bonne manière de faire. Alors, donc, ça ne devrait donc, je me permets d'insister quand même là-dessus, ça ne doit pas être utilisé de manière systématique. Je dis, il faut vraiment que vous ayez vraiment des preuves de dire,
cette facette-là, on doit la mettre de côté, parce que soit le sujet a des dix, soit il a eu un manque d'opportunité. Voilà, un enfant qui est arrivé il y a 6 mois peut-être, il ne maîtrise pas la langue française, et vous vous rendez compte qu'il a un énorme potentiel, mais il vient parfois du fin fond de l'Asie, et donc, mais peut-être que ce garçon-là, dans un an, il va pouvoir parler parfaitement français. Mais aujourd'hui, si je vais mettre un indice compréhension verbale, je ne vais pas l'évaluer correctement. Donc ça, c'est en conclusion, parce qu'on va pouvoir, là j'imagine que vous avez pas mal de questions. Je ne voudrais pas vous faire souffrir trop de paroles rentrées. Alors, donc, voilà, d'une manière générale, le QI est généralement un bon indicateur du HP, mais il ne rend pas toujours justice au sujet HP qui présente des troubles de disque, ou, je viens de le dire ici, un manque d'opportunité de développement de certaines facettes. Si un enfant qui n'aurait pas été à l'école, par exemple, pour apprendre à écrire, il est clair que code, il ne va pas savoir faire code, par exemple, il va avoir des troubles de ce niveau-là. Donc les indices aptitude générale et non verbale peuvent être des alternatives, mais toujours utilisés de manière rigoureuse selon des critères bien précis. Par ailleurs, il faut quand même être conscient que ces mesures, il faut toujours les situer dans une mesure, c'était vraiment mon point de départ, je veux vraiment boucler la boucle, dans une approche globale du sujet, où on tiendra compte de ses caractéristiques motivationnelles, émotionnelles et de son contexte de développement. Parce que ces valeurs demandent à être interprétées, et pas prises littéralement. Quand j'ai un ado qui est dépressif, il est évident, par exemple, que cette dépression, elle va altérer ses performances. Et donc, parfois, je dois suspendre mon jugement. Je peux simplement dire, je pense quand même que son état mental, émotionnel aujourd'hui, fait que ses performances sont sous-évaluées. Maintenant, quelles sont-elles réellement? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas nécessairement, je ne peux pas. On peut recommander, par exemple, une réévaluation dans un an ou plus. Il ne faut pas le faire trop près parce qu'il y a des effets d'apprentissage, mais on peut à ce moment-là recommander, dire, mais quand on a suffisamment de temps et qu'il ira mieux, on pourrait refaire éventuellement une évaluation, une temporelle multiplecto qui permettra de mieux saisir cette potentialité. Donc ça, c'est un point vraiment important. Voilà. Si vous voulez quelques références, j'en ai noté ici. Bon, là, il y a un bouquin qui... Le livre sortant pour ça. Ah, parce alors, que c'est il sort en janvier. En janvier. Non, je ne sais pas si c'est dans le courant du mois de janvier. En tout cas, on est plutôt ravis que ce n'est pas le genre de livre qu'on achète pour les fêtes. Alors, pour les fêtes, pour le moment, ce sont les prix littéraires et les livres, des beaux livres qui occupent les tables des librairies et pas ce genre d'ouvrage. Donc, il vous faudra attendre un peu le mois de janvier. Mais la couverture est déjà prête et tout est prêt. Donc, autrement, vous pouvez, dans un AE, il y a un autre article, ou dans le journal Lexicologue, ou dans France, il y a quelques références qui peuvent, où je développe les points que j'ai eu l'occasion de discuter aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Maintenant, je suis à vous pour Merci, professeur. C'était vraiment extrêmement intéressant. On va faire passer le micro pour les questions, pour qu'on les entende mieux que la faire passer. Donc, on viendra avec le micro vers le professeur Grégoire. Voilà, bonsoir. J'avais justement une question pour rebondir sur la fin. Donc, quand on suspectait 10, si c'est une section chez un niveau de langage, on va plutôt prendre l'IMT. Mais si l'enfant a eu 10 TDAH, dyspraxie, dyslexie, quel est le meilleur indicateur justement de son profil à ce moment-là? je vais utiliser celui-ci. Voilà, il est branché, donc comme ça vous pouvez y aller. C'est sûr qu'il y a des cas où on va avoir quand même... bon, j'ai donné 2 cas où on peut avoir une alternative au QI. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des moments où effectivement... il faut que lors de votre passation, vous puissiez argumenter que les
faibles performances, ou je dirais quand je dis faible, c'est très relatif, mais ils ont des performances moyennes. Par exemple, ils vont faire un 108 ou un 110, etc. dont elle est réellement la conséquence de son vice. Ça, il faut que vous puissiez avoir des arguments dans ce sens-là. Si vous n'avez... Bon, si après coup vous voyez ça, vous dites tiens, on essaye peut-être bien de faire un autre calcul, ça devient un peu du bricolage. Je crois qu'il faut vraiment que vous ayez des preuves suffisantes que d'abord il y a bien un trouble 10 qui a bien été objectivé, le type dyslexie, par exemple trouble de l'attention, qui répond aux critères de ces troubles-là. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, mais compte tenu de ces troubles que j'ai pu objectiver, je peux donc considérer qu'effectivement, ça a un impact sur telle mesure. Ce qui permet à ce moment-là de relativiser et de dire, dans ce cas-là, le QI, par exemple, n'est pas nécessairement un bon indicateur de ses capacités intellectuelles. Merci. J'ai arrivé. Faites attention. Bonsoir. Alors moi je me posais la question du lien entre le test de QI et le TSA. Comment est-ce qu'on peut adapter le test de QI aux troubles du spectre autistique? Alors c'est vrai que bon, dans les études qui ont été faites, alors ce qui est très compliqué dans les troubles du spectre autistique, c'est que souvent on met à niveau des profils qui sont parfois assez variés. Et on sait que dans toute une série de personnes qui ont ce trouble, mais qui ont un niveau intellectuel soit normal, soit supérieur, ça peut arriver, il y a certaines épreuves qui sont particulièrement sensibles. J'ai cité tout à l'heure, par exemple, l'épreuve de code, qui est une épreuve qui est souvent plus déprimée, liée souvent à une certaine maladresse et à des difficultés d'ordre praxique. Alors maintenant, dans le risque 5, c'est différent, mais dans les versions précédentes, il y avait compréhension qui faisait quand même appel à la connaissance des codes sociaux, la reconnaissance de ce genre de situation. Mais maintenant, ça ne fait plus partie du calcul du quotient intellectuel. Donc là, on a déjà enlevé un élément qui pouvait être défavorable. Bien souvent, il y a une fin d'apprentissage. Hein, c'est vraiment, l'intelligence cherche sa nourriture. Et l'école, parfois, ne le donne pas. Alors que ça devrait être le premier lieu. Je crois que ça, c'est vraiment ce pourquoi je plaide. Mais on est encore très loin d'arriver à ça. Alors, il y a quelques lieux, parfois, où on travaille avec des écoles où, bien souvent, ce sont des profs volontaires qui sont très motivés, et qui, à ce moment-là, peuvent... mais d'un autre côté, parfois, c'est l'horreur. Hein. Je vais bien citer un exemple, c'est un exemple assez tragique, parce que le petit garçon que j'ai vu, il est venu avec des troubles psychosomatiques majeurs, il dormait plus, il avait des maux de ventre, il ne voulait plus aller à l'école, et en fait, l'enseignant était persuadé que c'était des parents qui faisaient les malins, alors que les parents, franchement, la maman m'avait dit, vous savez, moi j'aurais tellement un enfant comme les autres, il m'avait dit, donc il n'était vraiment pas du tout à vouloir faire de son nez, mais ce petit garçon dans la classe, le prof lui interdisait d'intervenir dans la classe. Et il m'avait dit, le prof me dit, toi, le singe savant, tu te tais. Donc c'est un petit garçon de 8 ans. Donc vous imaginez, et alors ça c'est vraiment et puis on s'étonne après, par exemple, qu'ils laissent faire, par exemple, il y en a qui se sont transformés en tête de turc et les enseignants ne font rien du tout. Donc alors à ce moment-là, vous allez avoir vraiment une souffrance énorme. Pour moi, le premier endroit, c'est vraiment l'école. Et ça peut commencer déjà à l'école maternelle. Alors je pense qu'à l'école maternelle, souvent les instituteurs ou institutrices, et ceux qui sont institutrices même, sont plus à même parce qu'ils sont moins coincés par un programme. Donc du coup, ils ont plus de liberté d'adapter les langues. C'est ce que je veux volontiers. Autrement, je constate que dans la consultation, c'est pour ça aussi que j'ai insisté, ce n'est pas une pathologie des troubles potentiels. D'ailleurs, l'équipe, on l'avait appelée au début un centre d'accueil et d'écoute. Parce qu'on ne voulait pas de dire, on n'est pas dans un lieu où on parle de pathologie. Il peut y avoir une pathologie, mais ce n'est pas une caractéristique intrinsèque au potentiel. Et souvent, ce que les parents nous demandent, c'est exactement ce dont vous parlez. C'est-à-dire,
je suis là face à une situation qui est un peu inédite, je ne sais pas trop quoi faire, comment je me prends. Et là, on a essayé de rendre ce service. Mais qui est... Parce que souvent, vous voyez, les gens ont été ramenés, où allaient-ils? Ils allaient dans un centre de santé mentale. Et je pense qu'un centre de santé mentale, ce n'est pas vraiment le lieu privilégié pour ce genre de situation, qui est une situation, pour moi, d'éducation, entre guillemets, normale, mais adaptée à la variété des individus. Est-ce que je pourrais ajouter, c'est très important, depuis le mois de septembre, il y a un nouveau décret qui est en vigueur et qui parle des aménagements raisonnables possibles au niveau scolaire, aussi bien dans l'enseignement maternel, primaire que secondaire, et même à l'université. L'université, c'était déjà en vigueur. Mais c'est très important de savoir, d'être au courant de ces lois, et de pouvoir, avec l'aide évidemment d'une équipe qui atteste des besoins spécifiques de l'élève, que cet élève peut mettre en place des aménagements raisonnables. Alors pour des élèves, les élèves HP rentrent dans ce décret. Et très important, qu'est-ce qui peut être fait? Monsieur le professeur Grégoire a parlé des défis. Mettons des défis en place avec les enseignants, mettons des projets de haut niveau pour pouvoir stimuler et rendre la motivation à ces élèves. Et quand on accompagne en parallèle, parce que c'est difficile pour les enseignants de répondre à tous ces besoins spécifiques, puisque la loi vient d'être, le décret vient d'être mis en application ici au mois de septembre, donc il faut leur donner un peu de temps, mais on peut les aider, et voilà, on peut aider à mettre en place ces aménagements raisonnables. Mais c'est vraiment une opportunité, il faut en profiter. Bonsoir, il y a quelque chose qui m'a choqué ce soir, c'est que vous parlez tout le temps de QI élevé, et vous avez des très beaux sujets de QE élevé. Vous en avez parlé très peu, et c'est juste qui me choque parce qu'on parlait justement de l'école, et j'ai l'impression qu'on voit le QI comme quelque chose de très glorieux. Donc il est plus haut, on s'en fiche un peu. Alors j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui ont justement un QI émotionnel plus développé que les autres? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, je l'ai évoqué de manière un peu incidente quand j'ai parlé aussi de la diversité des intelligences. Je vous ai rappelé, j'ai parlé de l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, qui renvoie effectivement à ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle encore le quotient émotionnel. Le problème avec le quotient émotionnel, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont parfois de nature très différente. Mais si on voit vraiment cette intelligence, que j'appelle, pour reprendre ici, j'invente rien, ici c'est le terme de Gardner, l'intelligence intra- et interpersonnelle, elle est vraiment importante, mais elle est très difficile à évaluer. Et ça, c'est un vrai problème que l'on a. J'ai eu l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, de travailler aux États-Unis dans le comité scientifique de développement du MISC 5 et précédemment de la WISE 4. Pour la WISE 4, on avait essayé de rajouter des épreuves de ce type-là. Aujourd'hui, on se rend compte que les tests classiques de type papier-crayon rendent mal compte de cela. Ça ne marche pas très bien. Je pourrais expliquer techniquement les difficultés qu'on rencontre. Donc en réalité, du coup, pour apprécier cette intelligence émotionnelle, on utilise soit de l'autorapporté, donc un questionnaire, mais le problème du questionnaire, c'est que c'est toujours la représentation que j'ai de moi-même. Et on confond alors à ce moment-là l'image que j'ai de moi-même avec ce que je suis vraiment. Et là, on sait par exemple au niveau du QI, ça vaut quand même la peine, que les études qui ont été faites, et j'ai eu une autre doctorant avec qui on a fait une recension de toutes les études auto-rapportées de l'intelligence, la corrélation entre les mesures basées sur des performances et les mesures auto-rapportées de l'intelligence sont assez faibles. On est de l'ordre de 0,25 à peu près. C'est pas extraordinaire. Souvent, les gens se sous-évaluent ou se surévaluent. Donc, ils n'évaluent pas nécessairement la même chose là-dessus. Donc, quand vous évaluez l'intelligence émotionnelle, parfois, les gens ont parfois du mal à mettre des mots, ils se connaissent mal. Alors, je crois qu'on va y arriver, mais on va y arriver d'une manière grâce à des sous-technologies. Je m'explique. Aujourd'hui, on est encore très très proche des formats de tests tels qu'on les a imaginés au début du XXe siècle.
C'est-à-dire c'est essentiellement du papier crayon. Et quand on voit des tests comme par exemple qui sont vous le risque 5 sur tablette, c'est jamais le test papier crayon qui est mis sur une tablette. Hein, c'est jamais. Par contre, quand vous imaginez par exemple tout ce qui est la réalité virtuelle, où on peut vous faire interagir avec quelqu'un, voir comment vous agissez, vous percevez autrui, tridimensionnel, etc. Là, vous allez pouvoir faire des choses qu'aujourd'hui on est incapable de faire, et je pense que ça va changer le regard que l'on a sur certaines compétences. Il n'y a rien à faire tant qu'on n'arrive pas à bien évaluer certaines caractéristiques, on a tendance à ne pas bien les valoriser. Je vais prendre un autre exemple, si vous permettez, c'est celui de la créativité. Très difficile d'évaluer la créativité, et on voit du coup, on ne la valorise pas beaucoup. Parce que justement, on ne sait pas, alors on va dire, alors à nouveau, si vous demandez aux parents, est-ce que votre enfant est créatif? Il est très créatif, et puis oui, il est toujours le plus créatif du monde, et on est toujours prêt. Donc on doit se dire, mais objectivement, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, elles manifestent une créativité extraordinaire? Aujourd'hui, c'est complexe. Les outils qu'on a arrivent, voilà, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler avec Todd Lubart à Paris. On arrive petit à petit à avoir des tâches qu'on peut mettre en scène sur écran et amener les sujets alors à ce moment-là à voir les choses comme on ne savait pas le faire avant. Parce que, par exemple, ici, je veux dire, on avait testé à l'époque du WISC 4, la WISE 4, pardon, une tâche de reconnaissance des émotions, mais qui était censée être une tâche, donc vous n'avez jamais vu parce qu'on l'a testé. Donc, parce qu'il faut savoir que quand on développe un test comme ça, on essaye plein de tâches, et il y en a des tas qui foirent, qui ne marchent pas comme prévu. Et entre autres, il y avait des situations d'interaction, etc. Mais c'était basé sur des photos. Et quand vous devez reconnaître des émotions sur une photo, vous avez quelque chose de statique, et si vous ne grossissez pas les émotions, des sujets qui est comme ça, vous dites, ah, il est joyeux, alors vous n'arrivez pas, parce que si c'est subtil, vous ne savez pas le reconnaître, parce que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez la personne bouger, il y a des interactions, il y a des gestes complexes, et ça, on ne sait pas le faire sur du papier crayon, c'est juste pas possible. Donc ce que vous voyez sur papier crayon, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur, et donc on aboutit à ce moment-là à ce que pratiquement tout le monde doit donner la même réponse, sauf ceux qui ont vraiment des gros troubles de perception émotionnelle. Donc c'est pas ça qu'on cherche. On voudrait justement voir ceux qui sont spécialement doués. Et ça, c'est très fin, très subtil. Mais je dis, je suis assez optimiste parce que je vois bien maintenant, avec les nouvelles technologies qui vont vraiment très très vite, on va arriver à pouvoir mieux saisir ces aspects-là. Et je pense, par exemple, tout ce qui est réalité virtuelle va permettre de créer des... Vous voyez déjà dans les jeux vidéo, hein, où on en met. Le problème, c'est que ça coûte cher. Et là, bon, les prix vont...